Bonjour, je suis Valérie Canva, hépatologue au CHRU de Lille. Je vais aborder le traitement de l'hépatite C dans la population des usagers de drogue. Voici mes liens d'intérêt. Pourquoi s'attacher à ce traitement dans cette population particulière? Vous savez que la prévalence en population générale est de 1%, alors que dans la population des usagers de drogue, la prévalence est supérieure. Elle est considérée de longue date aux alentours de 40%. Des données récentes et aussi des données plus anciennes allaient dans ce sens, avec une prévalence qui est supérieure en cas d'usage de drogue par voie veineuse à celle du recours à l'usage de drogue par voie parenasale, mais néanmoins la voie parenasale n'exclut pas la contamination potentielle par le virus de l'hépatite C. Aujourd'hui, l'usage de drogue est le premier mode de contamination en France pour l'hépatite C. Et récemment, à l'ESL, une équipe belge s'est attachée à rapporter la prévalence de l'hépatite C en population générale comparée à la population des usagers de drogue, et aussi à comparer la répartition des génotypes et de la virémie chez ces patients en fonction des génotypes entre la population générale pour le cercle large représenté sur la diapositive et la population des usagers de drogue pour le cercle interne. Et il existe des différences de répartition des génotypes et de virémie dans ces populations. Par ailleurs, on constate qu'il y a un défaut d'accès au traitement chez ces patients, et alors que cette population paie un lourd tribut vis-à-vis de l'hépatite C, de fait par l'accumulation de facteurs de risque, donc l'usage de drogue, comme je l'ai évoqué, par voie veineuse et par voie parenasale, qui respectivement ont des risques relatifs de 90 et de 15, mais aussi d'autres facteurs de risque, notamment la consommation excessive d'alcool. 30% des usagers de drogue ont une consommation excessive d'alcool, et vous le voyez, cette consommation excessive d'alcool amène un risque relatif de 20 par rapport à la population générale. Les séjours en prison sont également un facteur de risque important, de même que le séjour en structure psychiatrique et ou médico-sociale, le statut de patient CMU ou la présence de tatouages et de piercing. Et ce défaut d'accès aux soins est constaté de façon historique, n'a pas évolué avec le temps malgré l'amélioration des traitements antiviraux. Et aujourd'hui, on considère que 15% de ces patients seulement accèdent au traitement antiviral. Des données historiques avec la bithérapie PEG-ribavirine montraient que ces patients avaient une observance et des résultats au traitement antiviraux qui étaient identiques à ceux de la population générale, avec un taux de réinfection qui était faible, alors que beaucoup d'arguments étaient apportés pour dire que c'était une population à ne pas traiter, eu égard à ce risque de réinfection potentiel. Des données plus récentes montrent que le recours aux nouvelles molécules est associé à des résultats qui sont identiques dans cette population des usagers de drogue en termes de réponse virologique soutenue, et j'y reviendrai plus tard, mais que le taux de réinfection est également faible. Il est donc nécessaire d'optimiser le parcours de soins chez ces patients pour qu'ils puissent accéder à ces nouvelles molécules. Un premier point et un premier levier pour optimiser cet accès au traitement, c'est le dépistage qui fait défaut. Et pourquoi traiter ces patients? Parce que les résultats aujourd'hui, depuis la mise à disposition des nouvelles molécules, permettent de guérir 95% des patients. Et des études ont montré, notamment par l'enquête de SCS Hépatite, sur laquelle je reviendrai, qu'il y a un défaut de dépistage dans ces structures. Plus récemment, a été publié par décret l'accès élargi aux nouvelles molécules pour les patients usagers de drogue, quel que soit leur degré de fibrose, et de même que pour les patients détenus. Et donc aujourd'hui, il devient presque inconcevable de ne pas traiter ces patients dans les structures de soins qui sont les leurs. J'évoquais le défaut de dépistage. Donc, l'enquête de SOS Hépatite en 2012 et réitérée en 2014 et publiée en 2015 a montré qu'un certain nombre de structures ne proposaient jamais ou rarement le dépistage de l'hépatite C chez ces patients. Et d'autre part, que la connaissance du statut VHC+, ou VHC- de ces patients par les personnes travaillant dans ces structures était mal connue. Un des moyens d'optimiser le dépistage pourrait être le recours aux TROD, donc qui sont des tests d'orientation diagnostique rapide. Et il a été annoncé par notre ministre de la Santé le 25 mai à l'occasion de la Journée mondiale des hépatites, la possibilité pour les associations prochainement d'utiliser ces TROD, et donc ces tests de dépistage rapide qui permettent d'évaluer la présence ou pas, la positivité des anticorps anti-VHC, soit sur des prélèvements sanguins capillaires, ce qui permet de se dédouaner de prélèvements sanguins tout au moins dans un premier temps sur les veines, et cette population a parfois un défaut d'accès veineux qui est assez marqué, ou alors de faire ce test sur des prélèvements salivaires.
Ce dépistage de l'hépatite C devra bien évidemment être associé au dépistage de l'hépatite B et du VIH. Le deuxième levier pour optimiser le dépistage et l'accès aux soins des patients, c'est la mise en place de consultations idéalement avancées des pathologies, à défaut de créer un lien entre les structures de prise en charge des usagers de drogue et les services des pathologies référents, pour créer un lien justement avec les patients, ce qui va permettre parfois de faire un pont et de permettre à ces patients d'accéder aux droits communs, on dirait sur le plan thérapeutique, ou de développer et de mettre en place des structures, l'accès au traitement dans des structures de soins dédiées. Et ça permettra surtout, et ça c'est un élément important, même si aujourd'hui l'importance de la fibrose n'est plus un élément nécessaire à l'accès au traitement, mais évaluer cette fibrose reste nécessaire pour adapter la surveillance au long cours des patients. Et donc évaluer cette fibrose passe par la consultation des pathologies et la mise à disposition d'outils tels que le FibroScan, qui permettront soit de façon régulière ou de façon plus ponctuelle en fonction des structures et des modalités de mise à disposition des FibroScans, de dépister l'ensemble des patients de façon régulière, ce qui est un élément majeur. Dans un deuxième temps, une fois la fibrose évaluée et surtout le lien créé avec le patient, ça permettra au patient de mettre en place le traitement et il y aura un accent à porter sur l'observance au traitement. L'observance au traitement est, je vous rappelle, un point majeur pour éviter les résistances aux traitements antiviraux et les échecs. Il y a un certain nombre d'éléments peuvent être mis en place. La sensibilisation au prix, c'est important de le faire et les patients sont très sensibles à cet argument-là. Le retrait accompagné en pharmacie d'hôpital par un référent de la structure, que ce soit un travailleur social ou un éducateur. Ça permet éventuellement de s'assurer que le traitement a bien été cherché par l'usager de drogue, éventuellement d'héberger ce traitement dans la structure, ce qui peut être une proposition qui est souvent bien acceptée par les patients, mais aussi de caler la délivrance de ces antiviraux sur celle des traitements de substitution qui varient en fonction des patients, qui peut être journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Par ailleurs, accéder à un programme d'éducation thérapeutique est un élément majeur dans l'observance, même si dans ces structures aujourd'hui, sont des programmes qui font défaut dans la plupart des cas, mais le fait d'avoir un lien avec une structure pathologique référente peut permettre de proposer les programmes d'éducation thérapeutique aux usagers de drogue, ce qui, par ailleurs, est inscrit dans le cadre de la loi HPST, et toute maladie chronique doit se voir proposer l'accès à un programme d'éducation thérapeutique. Jean-Baptiste Trabu a rapporté à l'EASL la possibilité de traiter ces patients usagers de drogue, malgré des situations de recours encore à des produits, des drogues et ou de l'alcool. C'est une étude qui portait sur 30 patients, c'est certes une petite étude, mais la mise en place d'une consultation avancée dans ces structures permettait chez des patients qui, vous le constatez, ont une consommation excessive d'alcool dans 77% des cas, reçoivent dans 63% des cas un traitement de substitution et étaient porteurs de lésions de fibrose extensive ou de cirrhose dans 70% des cas en élastométrie. Donc, chez l'ensemble des patients traités, la réponse virologique en fin de traitement était de 100%, ce qui confirmait la bonne observance au traitement antiviral et la possibilité de traiter dans ce cadre. Par ailleurs, des données scientifiques plus robustes portant sur 300 patients traités par l'association Grazoprevir Elbasvir, qui sera très prochainement disponible chez nous, puisque l'AMM a été accordée tout récemment. Donc 300 patients de génotype 1, 4 et 6 étaient traités dans le cadre de cette étude, soit de façon immédiate, soit de façon différée et pendant 12 semaines. Et le critère d'exigence pour entrer dans l'étude pour ces patients était d'avoir une observance supérieure à 80% vis-à-vis de traitements de substitution. Et était constaté chez près de 60% des patients la présence de substances addictives, donc de drogue dans les urines en début de traitement. Donc vous voyez une population qui est celle qu'on rencontre dans les XAPA. Sur cette diapositive, vous pourrez constater que la réponse virologique à 12 semaines, la RVS12, est identique à celle de la population générale, puisqu'on est à 95%, que dans les deux groupes de patients, que ce soit le traitement immédiat ou le traitement différé. Et on constate également sur la deuxième partie de la diapositive qu'il y avait très peu d'échecs virologiques et très peu de réinfections. Et on considère que 3,4%, que ce taux de réinfection est faible, puisque de 3,4% personnes infectées par année. Et donc, on retrouve des données qu'on avait et sur lesquelles je m'attardais en début d'exposé, et donc un taux de réinfection dans cette population qui, somme toute, est faible et qui autorise la mise en place de ces traitements antiviraux, et ce risque de réinfection ne doit en aucun cas être un obstacle au traitement antiviral.
L'observance était, dans cette étude, vous voyez, tout à fait satisfaisante, puisque 95 à 100% des patients avaient une observance tout à fait satisfaisante, et même s'il persistait une consommation de drogue, puisqu'on voit sur la partie droite de la diapositive qu'on retrouve en début comme en fin de traitement, même s'il y a des petites variations pour certains patients, la présence de substances addictives dans les urines. Et donc, la persistance et la poursuite d'une consommation de produits de drogue ne s'oppose pas à la bonne observance du traitement antiviral. Donc, la persistance d'une consommation de drogue et de facteurs de risque peut exposer ces patients à une éventuelle réinfection virale C. Et cette étude s'est attachée, et donc à l'existence d'une hépatite aiguë C. Cette étude s'est attachée à comparer les résultats de deux traitements, deux schémas thérapeutiques reposant sur le sofosbuvir et le lédipasvir pendant 4 semaines, ou le sofosbuvir et le siméprévir pendant 8 semaines chez des patients chez lesquels était identifiée une hépatite C aiguë, patients suivis en post-cure. Il s'agissait de 29 patients qui étaient traités de façon randomisée. Et vous pouvez le constater, la réponse virologique est excellente puisque 100% des patients, au terme de ce traitement, ont une réponse virologique soutenue, témoignant de l'efficacité du schéma proposé tôt, même avec des schémas courts. Et ces schémas courts sont intéressants parce qu'ils seront moins onéreux, puisqu'une durée de 4 semaines uniquement, et permettent donc d'envisager les traitements efficaces chez ces patients-là, avec un bénéfice individuel et pour éviter le passage à la chronicité de cette nouvelle hépatite C, et d'autre part un bénéfice sur le plan collectif en réduisant le risque de transmission entre individus. Et cette proposition de traitement précoce permet donc de caresser le rêve de l'éradication de l'épidémie virale C, qui semble tout à fait envisageable, ce qu'avait d'ailleurs rapporté Françoise Redoux-Doraval à l'OASL par un travail de modélisation qui montrait qu'en traitant de façon large et indépendamment des lésions de fibrose, on pouvait espérer à moyen terme une éradication virale C. Donc il est nécessaire et indispensable aujourd'hui de pouvoir traiter et de s'efforcer de traiter l'ensemble des usagers de drogue en allant et en mettant en place une collaboration avec les structures dédiées et en allant peut-être travailler dans ces structures de façon plus systématique. J'espère avec cet exposé vous avoir convaincu de l'intérêt du traitement antiviral systématique chez les usagers de drogue. Et je vous remercie de votre attention.